Bonjour, je m'appelle Myriam Elawad, Carla Guédan, Camilla Mogère et Luna Millán. Et nous sommes des élèves de première ES qui vont vous présenter notre projet du TPE. Notre TPE inclut de la sociologie, de l'histoire et un peu de mathématiques. Notre problématique est la suivante. Quelle est l'influence de la publicité sur les jeunes européens depuis les années 80? Notre TPE est divisé en 3 parties. La première est centrée sur le changement des méthodes publicitaires tout au long des années. La deuxième sur la création d'un spot publicitaire et la comparaison de 2 spots de différentes années. Et la troisième est sur l'analyse de l'influence de ces spots sur les jeunes. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Dans les années 50, les publicités étaient émises par la radio et la presse qui étaient les seuls moyens de communication de l'époque. Seules les entreprises les plus riches pouvaient se permettre de produire des publicités de ce type. Long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. On observe un développement important de l'économie. Nous sommes dans les 30 glorieuses. Cependant, la publicité télévisée reste simple et peu créative. Dans les années 60, un changement majeur s'opère dans la société, la création de la télévision. De plus, le baby boom de 1945-1955 a pour conséquence une augmentation de la population jeune. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, Vers 1970, avec les chocs pétroliers et le ralentissement de la croissance, il y a un manque de capital dans les entreprises. Les publicistes cherchent alors de nouvelles méthodes pour trouver des consommateurs. On donne alors beaucoup plus d'importance à la créativité. Cela dit, le budget publicitaire ne baisse pas car le marketing devient central. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging, something ain't right. Buddy, you're a boy. À partir des années 80, on cherche des clients plutôt que des consommateurs. Les entreprises cherchent la fidélité de leurs clients, quelque chose que les consommateurs ne peuvent pas leur donner, puisqu'ils ne cherchent qu'à consommer indépendamment de la marque. Nous trouvons alors de nouvelles méthodes pour fidéliser les clients, comme par exemple les statistiques, les codes barres, etc. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Durant les années 90, nous avons un développement du branding et de love marks. Le branding étant le renom qu'obtient une marque à travers les années et aux activités qu'elle organise pour se faire connaître. Et les love marks étant des marques qui n'ont pas besoin de se faire de la publicité pour se faire connaître puisqu'elles le sont déjà. Prenons par exemple Zara à Barcelone, ma ville. Juste au centre-ville, nous pouvons en trouver 6. Le centre-ville étant la zone où il y a plus de commerce, et là où la plupart des gens vont faire leurs achats. En tant que consommateur, il est donc difficile de ne pas rentrer dans un Zara, puisque c'est la boutique qui monopolise le centre-ville. De plus, Zara est une boutique qui se tient à la mode, qui a des prix accessibles à tout le monde et dont la qualité est assez bonne. Le fait aussi qu'il y en ait beaucoup, pas juste au centre-ville, mais un peu partout, indépendamment des milieux sociaux, sert déjà de publicité à la marque. Revenons aux méthodes publicitaires créées dans les années 90, nous trouvons le neuromarketing qui continue à se développer de nos jours. Le neuromarketing se base sur la réaction du cerveau face à certains stimulus. La publicité cherche alors à émouvoir, puisque, selon des études, nous ne nous souvenons que de ce qui nous a ému. Avant de continuer cette vidéo, regardez les liens ci-dessous pour comprendre la suite. Pour savoir comment nous faisons un spot publicitaire, nous avons contacté l'agence de publicité Mosquito, qui nous a fourni un dossier complet sur une publicité concrète. Il s'agit de la nouvelle mousse au chocolat de Nestlé Gold. Dans ce dossier, nous pouvons voir qu'une publicité se divise en plusieurs phases. Il y a tout d'abord la storyboard, c'est l'idée créative. Les publicistes font des dessins, des schémas sur une idée globale de la publicité. Ils présentent ceci à la marque et si celle-ci accepte, alors ils préparent un budget qui inclut toutes les dépenses qu'il y aurait s'ils décident d'effectuer la publicité. Si l'entreprise est d'accord, alors le directeur du projet établit ce qu'on appelle un shooting board.
Ce sont des dessins produits par le directeur qui nous permettent d'être plus précis à l'heure de la mise en scène de la publicité. La marque, dans ce cas Nestlé, impose alors des scènes qui doivent apparaître impérativement dans la publicité. Elles montrent essentiellement le produit qu'ils veulent vendre. Chaque dessin représente une scène. Après avoir le shooting board, on prépare les castings, là où ils choisissent le lieu, les vêtements des acteurs, les acteurs en question, les meubles et même les cuillères. Une fois tous ces éléments choisis, ils cadrent un emploi du temps qu'il faut suivre strictement. Souvent, il y a un jour entier de tournage et 2 jours de montage. Dès que le montage est terminé, il y a ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire corriger les défauts qu'on pourrait trouver dans la production finale, par exemple des grimaces, des verrues, des choses comme ça, et par exemple aussi régler la luminosité, mettre plus de couleurs, des choses qui apportent de la richesse à la vidéo. Ensuite, après avoir vu comment se réalise un spot actuellement, on va comparer 2 publicités, celle qu'on vient de voir récemment et une de la même marque Nestlé des années 80, afin de voir les changements qui se sont produits entre ces 20 ans. Dans la première pub, celle des années 80, on peut voir qu'à nous, notre génération, elle nous paraît évidemment vieille, datée, puisque ces effets spéciaux sont moins bons que ceux de maintenant, comme par exemple ceux de la pub 2. Soi-disant, s'il y a quelque chose où celle des années 80 insiste beaucoup, c'est sur la marque du produit, Nestlé. Ils ont même incorporé une chanson à la publicité, celle qui dit le nom de la marque. Ils insistent puisqu'à cette époque, le but des entreprises était surtout de fidéliser le client. Donc le fait de la chanson, c'est d'insister davantage sur le nom pour qu'ils retiennent et se fidélisent à la marque. Pas seulement au produit mais à la marque. La différence avec la pub 2, c'est que la pub 2, le nom de Nestlé n'apparaît que 3 fois dans la pub. C'est-à-dire la deuxième pub se centre moins dans la marque, mais se centre plus sur le produit. Cependant, ils ont un premier plan du yaourt de mousse au chocolat. Cependant, ces 2 pubs ont quand même quelque chose qui les lie, c'est qu'on insiste sur les personnages. C'est-à-dire on insiste plus sur les personnages qui vont rentrer en scène que sur le produit même. Soi-disant, dans la première pub de Nestlé, il y a plus de 5 personnages qui apparaissent, alors que dans la deuxième pub, il n'y en a qu'une, mais elle apparaît plus de temps que le produit en soi. En effet, la deuxième pub ne va pas avoir une mise en scène aussi spectaculaire que l'autre. Elle va avoir moins de travail, à nos yeux, puisqu'elle se déroule dans une seule chambre, avec une seule personne, avec un seul produit, même une seule cuillère. Alors que l'autre pub, elle va connaître 4 ou 5 personnages, elle va connaître des différentes maquettes, elle va connaître des pistes de patinage, des balançoires, ainsi que plein d'accessoires. Revenons aux différences entre les pubs, la première utilise beaucoup plus d'effets spéciaux que la deuxième. Elle utilise des maquettes de montagnes, de lacs, de montagnes enneigées pour donner une sensation de confort aux téléspectateurs. Dans ce cas-là, ils utilisent ces personnages-là habillés en blanc ou ces maquettes pour insister sur le chocolat blanc alpine, ce qui fait référence à la montagne. Les zooms faits aux personnages dans la première pub ne vont pas être aussi exagérés que dans la deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, ils vont faire un zoom sur les personnages mais pas sur le produit. Ça va être les personnages et le produit. Alors que dans la deuxième, ça va être le personnage et à part le produit puisqu'il aura son zoom personnel. Et en voyant son zoom à lui tout seul, à la mousse au chocolat, on aura plus envie, ce sera plus appétissant pour les voyants et donc va être plus efficace niveau marketing. De plus, même si le produit est présent, c'est-à-dire on lui donne un premier plan, on lui donne un premier plan dans les deux publicités, soi-disant le produit n'est pas plus important que le personnage puisqu'il y apparaît moins dans la publicité. Donc on peut se demander pourquoi bien on s'intensifie plus sur les personnages repérés dans la publicité que sur le produit même. Une autre ressemblance entre les deux publicités, c'est le fait qu'elles peuvent nous rappeler à 2 films. La première, celle datée des années 80, peut nous rappeler avec ce style alpinien, cette balançoire, la blanchure de la vestimentaire, elle peut nous rappeler au film Heidi.
Heidi étant une jeune fille vivant dans les Alpes, appréciée par tout le monde. La deuxième, cependant, elle peut nous rappeler à un film récent sorti en 2015, appelé 50 nuances de Grey, qui fait ressortir l'érotique et la sadomasochisme des gens. Et donc nous le rappelle par les bandeaux autour des yeux, par la sensualité transmise et par la femme qui ressemble énormément à l'actrice principale. Maintenant, nous allons faire la deuxième comparaison de deux spots télévisés de Peugeot, la marque de voiture. Il s'agit concrètement de la Peugeot 205 qui date de 1984, puis de la Peugeot 208 qui date de 2016, les deux se dirigeant aux jeunes. On retrouve de nombreuses différences, mais aussi des ressemblances entre les deux pubs. Juste en observant le budget, on y retrouve déjà des différences. Par exemple, dans la publicité des années 80, le budget est beaucoup plus grand, c'est-à-dire on retrouve que par manque d'effets spéciaux, les publicitaires se voient forcés à filmer des vraies scènes de danger. Or, dans la deuxième publicité, grâce à l'évolution et au développement des effets spéciaux, ces dépenses ne sont plus nécessaires pour réaliser des scènes de danger. C'est pour cela que les dépenses sont moindres. Nous observons aussi que la publicité reprend des éléments qui étaient à la mode à chaque époque. Comme par exemple, dans la première publicité, on observe qu'ils reprennent l'idée de James Bond, pendant que dans la deuxième, ils reprennent l'idée de Mario Kart. Considérant que ces publicités sont dirigées à des jeunes hommes, elles vont présenter le produit comme une voiture étant accessible, étant confortable, étant facile à conduire, étant aussi résistante. Ce sont les caractéristiques qu'un jeune homme cherchera lors d'acheter une voiture. Nous ne pouvons pas négliger le fait que ces voitures sont présentées comme une arme de séduction. On observe ceci puisque, à la fin de chaque publicité, l'homme remporte la femme. Considérant que ces publicités vont se diriger vers les jeunes, les publicistes vont jouer plutôt sur l'originalité. Cette originalité pourrait être mise en question puisque l'on observe, du moins dans les publicités de Peugeot, qu'ils reprennent la même structure depuis des années. La structure se base dans des idées qui vont revenir à chaque fois. L'homme séducteur et triomphant, le danger, une voiture confortable et facile à conduire. La seule chose qui va changer dans cette structure sera son adaptation tout au long des années. On peut le voir car James Bond était le héros de référence dans les années 80 et Mario est le héros qui est référent de cette époque. Les éléments qui aussi vont s'adapter vont être les méthodes techniques d'audiovisuel. Nous avons créé une enquête dans laquelle nous avons demandé à des personnes d'entre 15 et 30 ans leur avis sur deux spots télévisés, les deux étant de la marque Nestlé et les deux se dirigeant aux jeunes. Le premier datant des années 80 et le deuxième étant actuel. Grâce aux enquêtes réalisées, on a pu observer que 65% des personnes interrogées aiment les spots qu'on leur a fait voir. Ceci veut dire que même si les spots ont été créés et émis dans des époques très différentes, les deux réussissent à capter l'attention du public. Donc, on a demandé aux personnes interrogées quels étaient le spot qu'ils préféraient et 57,5% ont préféré le spot numéro 2, pendant que 42,5% des personnes préféraient le premier. Grâce à cette question posée, nous avons pu conclure que ce 15% est dû à l'apparence du produit dans les spots. Dans le deuxième spot, le produit est beaucoup plus séduisant. De plus, toutes les personnes ont été d'accord que dans le premier spot, la musique et l'image n'étaient pas de qualité. On vit dans un monde où la technologie est très importante et ne pas être actualisé dans ce domaine peut causer le rejet de la société. On a décidé d'étudier les préférences des hommes et des femmes quant à ces spots. Nous observons donc qu'avec un 62,5%, les femmes aiment beaucoup plus le premier spot, pendant que, avec un 72,5%, les hommes préfèrent le deuxième spot. En effet, notre société continue à être une société patriarcale, où la femme objet est le principal centre d'intérêt des hommes. Nous nous sommes aperçus aussi que beaucoup de femmes aimaient plutôt le deuxième spot en termes de qualité et couleur, mais n'étant pas d'accord avec le rôle de la femme dans celui-ci, on préférait plutôt le premier,
qui montrait une image de la femme plus joviale et plus infantile. Il est important aussi de rappeler que le deuxième spot s'est inspiré du film 50 Shades of Grey. Ceci peut avoir une influence directe ou indirecte sur le public, qui va associer le spot avec une idée préconçue sur le film. Dans ce cas, le premier spot est beaucoup plus nouveau et imaginatif pour le public. Dans les années 80, le principal objectif des entreprises était de fidéliser le client. Ils vont donc insister sur la marque dans les annonces publicitaires. Alors que dans les années 90, le but était d'impacter le téléspectateur ainsi de l'émouvoir pour chercher de nouveaux clients. Nous pouvons voir qu'il y a eu une évolution évidente en termes de production, technologie et matériel. Mais aussi, nous pouvons voir qu'en 2017, il n'y a plus d'imagination, avec quelques exceptions. De nos jours, il y a beaucoup plus de travail qu'avant. On fait des enquêtes, des statistiques pour viser sur le public et faire une publicité qui va le choquer et l'émouvoir. Si les publicistes voient qu'il y a des méthodes publicitaires qui fonctionnent, ils vont continuer à les utiliser, ce qui ne permet pas une évolution des mentalités des gens. Il faut savoir aussi que la publicité est une influence, puisque nous vivons dans une société de consommation dont les entreprises ont besoin d'influencer les gens pour vendre leurs produits. La publicité reprend et s'inspire d'influences qu'il y a déjà dans la société et devient à son tour une influence. En considérant que l'on vit dans une société qui connaît la mondialisation et la diversité des produits dans tous les secteurs, les entreprises vont vouloir se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. C'est à ce point-là qu'une concurrence va se créer entre elles et où la publicité va jouer un rôle très important, devenant ainsi une influence sur les gens.